Avec le volet précédent, nous avons appris très simplement à supprimer une table désignée par l'utilisateur de la base de données. Avec cette nouvelle astuce, nous allons entreprendre des nettoyages de masse pour supprimer les tables et requêtes et pourquoi pas les formulaires et les états. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur dispose de 2 boutons pour engager la suppression de toutes les tables et de toutes les requêtes de la base de données. Mais pour purger correctement cette base, l'opérateur peut émettre des exceptions à l'aide de 2 zones de saisie placées respectivement au-dessus des boutons. Il y énumère les noms des tables et requêtes à conserver. Dès lors, lorsqu'il clique sur le premier, puis sur le second bouton, remarquez que toutes les tables et requêtes sont supprimées, sauf celles mentionnées. Et c'est ce que résume le volet de navigation sur la gauche de l'écran à l'issue du traitement. Pour la mise en place de la solution automatisée, nous suggérons d'appuyer les travaux sur une base de données offrant quelques tables et requêtes, ainsi que ce formulaire muni de ces 2 boutons et de ces 2 zones de saisie. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Le volet de navigation sur la gauche de l'écran liste tous les objets de cette base de données. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les tables et requêtes sont nombreuses. Et en bout de course apparaît l'unique formulaire sur lequel je vous invite à double-cliquer, F-Parcourir, pour l'exécuter. Nous retrouvons bien les 2 boutons ainsi que les 2 zones de texte pour émettre des exceptions lors des suppressions de masse. Bien sûr, ces boutons ne sont pas encore opérationnels à ce stade, vous pouvez le constater en cliquant sur l'un comme sur l'autre. Mais ils sont déjà associés à des procédures événementielles, et c'est ce que nous allons constater. À gauche du ruban accueil, je vous propose maintenant de cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions de choisir le mode création pour basculer sur la vue en conception de ce formulaire, et là dans cette vue, nous allons cliquer sur le bouton supprimer les tables pour le sélectionner, et dès lors, nous allons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété pour constater effectivement qu'une procédure événementielle est déjà associée à son événement au clic. De fait, à droite de sa zone, je vous invite désormais à cliquer sur le petit bouton à 3 points qui se propose, et de cette manière, nous basculons dans les bornes de l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure sup_table_click. Et à ce titre, vous pouvez aussi noter la présence de la procédure sup_requête_click, associée, comme nous l'avons dit, au second bouton pour supprimer les requêtes. Pour entreprendre la suppression de toutes les tables de la base de données, il faut être en mesure de les parcourir une à une. Et pour cela, il suffit de déclencher une boucle sur la collection TableDefs, celle précisément des tables de la base. Donc, des objets de base de données sont nécessaires, entre autres. C'est la raison pour laquelle nous commençons par la déclaration des variables avec le mot-clé dim. La première d'entre elles, je vous propose de la nommer base, et nous allons la typer comme un objet de type database, c'est-à-dire un objet de base de données. Nous instancierons ensuite une classe qui permettra à cet objet base de pointer sur la base de données en cours pour hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler ces objets. Ensuite, et dans l'enchaînement naturellement, puisque nous avons besoin de parcourir les tables de cette base, nous allons déclarer un objet que nous nommons table, ou plutôt table, et que nous déclarons comme un objet de type TableDef, c'est-à-dire un objet de table au sens large. Puis, c'est étonnant, je vous propose de déclarer un nouvel objet, rel, que nous allons typer comme un objet de type relation. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, si des relations engagent ces tables, tant qu'elles ne sont pas supprimées, eh bien nous ne pouvons pas supprimer les tables. Cela veut dire que nous allons devoir d'abord parcourir les relations à la recherche de celles qui engagent ces tables, les supprimer pour pouvoir ensuite supprimer les tables en question. Et puis, nous allons déclarer cette fois une variable classique que je vous propose de nommer requête et que nous allons typer comme un string, c'est-à-dire une variable de type texte, pour mémoriser la syntaxe SQL de la requête qui va permettre de supprimer la table en cours d'analyse par la boucle. Dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer un tableau de variables, d'où les 2 parenthèses, EXC pour exception, afin de prélever indépendamment les noms des tables spécifiées par l'utilisateur dans la zone de saisie, la toute première en l'occurrence pour les noms de tables. Nous avons besoin d'une variable de test que nous nommons supr et que je vous propose de typer comme un booléen. C'est elle qui va permettre de déterminer si la table en cours d'analyse peut être ou non supprimée
par rapport au test que nous ferons en amont pour savoir s'il ne s'agit pas d'une table à préserver selon les revendications de l'utilisateur. Et bien sûr, pour parcourir ce tableau de variables, de ces noms, nous avons besoin d'une variable de boucle. Nous déclarons donc la variable i que nous typons comme un entier court, un byte. Maintenant que les variables sont déclarées, nous allons en profiter pour initialiser l'objet base afin de le faire pointer sur la base de données en cours. Et dans le même temps, nous allons en profiter pour stocker tous les noms de tables à ne pas toucher dans le tableau des exceptions EXC. Comme vous le savez, un objet s'initialise avec le mot-clé set, puis nous l'affectons base égale à quoi? Là, nous exploitons notre fonction currentDB qui permet de pointer sur la base de données en cours et de fait, notre objet base vient d'hériter des propriétés et méthodes pour manipuler tous les objets de cette base de données. Dans l'enchaînement, et nous l'avons dit, nous souhaitons pouvoir charger le tableau des variables de l'énumération des noms à préserver mentionnés par l'utilisateur. Cette zone de saisie, nous ne l'avons pas constatée, mais se nomme liste T. Nous aurions pu le constater avec le volet de navigation. Pour preuve, quand nous tapons le point, IntelliSense se déclenche, propose ses propriétés et méthodes. Si cette zone n'est pas vide, signifiant que l'utilisateur a bien revendiqué des noms à préserver. Dans ces conditions, dans ce tableau de variables EXC, nous allons découper la chaîne sur les points-virgules grâce à la fonction split. Nous la faisons agir comme nous disions sur la chaîne, c'est-à-dire notre zone de texte liste T et plus particulièrement son contenu, value, et en deuxième paramètre virgule, nous lui demandons de découper cette chaîne, entre guillemets, sur le point-virgule. Cela signifie que, désormais, chaque nom est rangé dans une ligne différente du tableau, et nous allons pouvoir ainsi le parcourir pour vérifier si le nom de la table en cours d'analyse par la boucle que nous allons bientôt enclencher ne fait pas partie de l'énumération proposée par l'utilisateur. C'est désormais l'objet table qui doit entrer en jeu dans une boucle for each pour parcourir la collection TableDefs des tables de la base de données. Donc nous engageons une boucle for each classique grâce à notre objet table pour parcourir l'ensemble des tables de la base de données grâce à notre objet base, vous voyez, qui a bien hérité des propriétés et méthodes grâce à cette initialisation et qui propose désormais la collection TableDefs, attention avec un S, il s'agit bien non pas d'une table mais de toutes les tables de la base de données. Et naturellement, dans l'enchaînement, nous n'oublions pas de borner notre boucle for each dans laquelle nous allons tout de suite en profiter pour initialiser à chaque passage notre variable supr à true, celle du test. En effet, et jusqu'à preuve du contraire, pour chaque nouvelle table de la base de données, nous considérons qu'elle doit être supprimée. Jusqu'à preuve du contraire, pourquoi? Lorsque nous ferons le test par rapport à la liste des exceptions, si le nom figure dans l'énumération de l'utilisateur, nous basculerons supr à false, qui indiquera que nous ne devons pas toucher cette table. Le code VBA a la faculté de déceler les tables système qui sont naturellement masquées pour l'utilisateur lambda. Ces tables ne doivent surtout pas être supprimées. Elles sont faciles à reconnaître, elles sont soit préfixées du terme my6, soit du symbole du tilde. C'est la raison pour laquelle, dans cette boucle toujours, nous allons créer une instruction conditionnelle, c'est-à-dire un test, grâce à la fonction left, à faire agir sur le nom de la table. Désormais, donc, cette table, cet objet a hérité, puisqu'il est dans cette boucle for each de la collection des tables, des propriétés permettant de manipuler la table en cours d'analyse, propriété name pour connaître son nom. Virgule 4, est-ce que les 4 premiers caractères fonction gauche sont bien différents du préfixe my6, qui signifierait donc qu'il s'agit d'une table système, et dans le même temps, toujours fonction left, toujours sur le nom de la table, est-ce que le premier caractère du nom de cette table en cours d'analyse est bien différent du symbole du tilde? Vous savez, la touche 2, avec la touche Alt-GR, il faut faire suivre un caractère pour qu'il se déclenche, nous le supprimons pour ne conserver que le tilde, nous fermons la parenthèse de notre double test, et puis nous bornons notre instruction conditionnelle. Donc, lorsqu'il ne s'agit pas d'une table système, et comme nous l'avons annoncé précédemment, pour pouvoir envisager sa suppression, nous devons éliminer toute liaison langageant, et pour cela, nous devons parcourir la collection des relations à la recherche de celle qui implique ce nom de table. C'est encore donc une boucle for each qui intervient pour passer en revue l'ensemble des relations dans la collection des relations de cette base, et cette fois-ci, c'est la collection relations, donc au pluriel. N'oublions pas tout de suite de borner notre boucle for
each pour pouvoir l'implémenter. Et le but du jeu est de savoir si cette relation, qui désormais, celle qui est en cours d'analyse dans la collection, a hérité des propriétés et méthodes, donc propose une propriété qui se nomme table, qui fait référence, si vous voulez, à une relation sur une clé primaire. Eh bien, est-ce que il n'y aurait pas une de ces relations qui engage le nom de la table en cours d'analyse, table name? Mais ce n'est pas tout. Il peut s'agir aussi d'une relation sur une clé étrangère. Et donc, notre objet rel propose la propriété foreign table, c'est-à-dire tout simplement la clé externe ou étrangère si vous préférez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une clé étrangère qui engagerait le nom de cette table égale table name? Si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, puisque la table est engagée dans ces relations, nous devons supprimer la relation elle-même de manière à pouvoir ensuite supprimer la table. Et pour cela, tout simplement, grâce à notre objet base, vous voyez, décidément précieux, nous engageons la collection des relations pour pouvoir descendre à sa méthode delete et ensuite préciser le nom de la relation en paramètre à supprimer rel.name. Nous avons donc déjà vérifié que la table en cours n'était pas une table système. De fait, nous avons supprimé les potentielles relations l'engageant à l'instant. Avant d'enclencher sa suppression, nous devons, et nous l'avons dit, vérifier qu'il ne s'agit pas d'une table à préserver. Et pour cela, nous devons parcourir le tableau de variables des exceptions, EXC, pour vérifier que son nom ne figure pas dans la liste. Donc toujours dans l'instruction conditionnelle naturellement, mais bien sûr après la boucle for each, cela va de soi, puisque l'instruction conditionnelle est celle qui permet de définir que il ne s'agit pas d'une table système et que donc nous pouvons poursuivre le traitement. Eh bien, nous allons engager cette fois-ci une boucle bornée avec notre variable de boucle i sur le tableau de variables en partant du premier indice pour i variant de 0 jusqu'au dernier indice du tableau de variables renvoyé, comme vous le savez, par la fonction ubound à exercer sur ce tableau de variables. Donc que nous passons en paramètres, nous prenons soin bien sûr de bien borner notre boucle for. Eh bien, le test qui doit être réalisé pour chacun de ces noms dans ce tableau de variables, de savoir si l'un d'entre eux ne serait pas éventuellement le même que le nom de la table en cours d'analyse. Donc le test porte sur le nom de la table en cours d'analyse, c'est-à-dire propriété name de notre objet table, et ensuite, effectivement, la correspondance doit être faite par le nom en cours d'analyse dans le tableau de variables, ceux qui ont été stockés dans des rangées indépendantes. Si, eh bien, le test est vérifié, cela signifie qu'il s'agit d'une table à ne pas toucher. C'est la raison pour laquelle nous basculons tout de suite notre indicateur supr à false, et dans le même temps, puisque le test est validé, eh bien, nous en profitons pour sortir de la boucle l'instruction exit for pour ne pas poursuivre, si vous voulez, le traitement récursif de façon inutile. Et c'est maintenant que nous devons engager la suppression de toutes les tables parcourues, dans la mesure où la variable supr est bien réglée sur la valeur true, indiquant qu'il ne s'agit pas d'une table à préserver. Et pour cela, nous allons répliquer la technique du volet précédent qui avait consisté à engager une requête SQL de suppression de tables. Donc, eh bien, après la boucle for est naturellement toujours dans l'instruction conditionnelle parent, celle des tables système, plutôt celle du test sur les tables système, eh bien, avant d'engager la suppression, nous nous assurons toujours dans cette analyse récursive, puisque je vous rappelle que nous passons en revue toutes les tables, que notre variable supr est bien réglée à true, signifiant qu'il n'y a aucune alerte ou aucune contre-indication pour la supprimer. Nous bornons notre instruction conditionnelle, et là, nous construisons notre syntaxe SQL dans notre variable requête, souvenez-vous, c'est la clause drop table, suivie du nom de la table qui permet d'engager la suppression de cette dernière. Et comme nous l'avons appris dans le volet précédent, nous concaténons donc la partie statique avec la partie dynamique, nous l'encadrons ce nom de table de crochet. Souvenez-vous des explications que j'avais données dans le cas de nom avec des espaces. Ces crochets permettent de délimiter précisément le nom de la table, sinon la syntaxe SQL échoue, ne parvenant pas à déceler le nom de la table des potentiels objets ou clauses de la syntaxe SQL. Ensuite, eh bien, il convient effectivement d'exécuter cette requête avec la méthode execute de notre objet base, qui attend la syntaxe de la requête à exécuter. Nous lui passons avec le nom de variable en paramètre, et là,
Petite, cerise sur le gâteau que nous avons découverte lors du volet précédent aussi, qui est très importante. Nous allons exploiter la méthode Refresh Database Window de notre objet application. Pourquoi? Nous allons engager la suppression de table. Mais le volet navigation ne sera pas réactualisé pour autant, donc il ne va pas rendre compte de l'état. Et cette action, cette méthode, a pour effet de rafraîchir, d'actualiser toutes les fenêtres de l'application, dont le volet de navigation, pour un rendu instantané. Je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de basculer sur le formulaire en conception, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, d'ajouter quelques exceptions dans cette première zone de saisie. Par exemple, nous souhaiterions conserver pourquoi pas la table client ainsi que la table commune et pourquoi pas aussi la table produit. Et dès lors, je vous invite à cliquer, n'oubliez pas les points-virgules, à cliquer sur le bouton supprimer les tables. Alors je m'aperçois effectivement que le traitement semble un petit peu long. Je pense voilà qu'il y a eu un petit bug d'access, ce qui arrive, c'est particulier, mais c'est ainsi. Donc nous allons reprendre, nous allons rouvrir notre base de données, nous allons rouvrir notre, décidément il faut du coup retaper les noms des tables que nous souhaitions conserver, donc très vite, et puis je clique sur le bouton supprimer les tables. Vous voyez que c'était un petit bug au passage d'access, ça arrive parfois, notre code n'est absolument pas en cause, constatez-le, puisque en effet ici, nous avons souhaité conserver seulement les tables clients, communes et produits, et instantanément on clique sur le bouton supprimer les tables, vous l'avez remarqué, toutes les autres ont été supprimées, tandis que celles que nous avons mentionnées ont bien été conservées. Nous le répétons aussi à chaque reprise, et ici il conviendrait à l'issue du traitement, voyez-vous, pour un développement absolument abouti, de détruire ces objets de base de données. Tout d'abord, d'utiliser la méthode close de notre objet base, et ensuite de les vider de la mémoire en les réinitialisant à nothing, ce qui a pour effet de les détruire complètement, donc pour notre objet table et pour notre objet base, comme ceci donc. Maintenant, pour supprimer toutes les requêtes de la base de données, tout en gérant les exceptions, le principe est le même. Il est même encore plus simple. En effet, il n'est pas nécessaire de supprimer les relations en préalable, elles n'existent pas entre les requêtes. Par contre, il n'est plus question de parcourir la collection des tables de la base. Nous devons désormais parcourir la collection des requêtes de la base. Et comme une requête est une table spécifique, la syntaxe de la requête SQL de suppression est strictement identique. C'est la raison pour laquelle je vous propose, c'est plus simple, de prélever ce précédent code que nous allons copier. Alors il y a toujours des risques quand nous réalisons des copier-coller, c'est d'oublier de remplacer de façon pertinente certains noms d'objets. En l'occurrence, ici, voyez-vous, notre objet base, nous le conservons, puisqu'il faut bien pointer sur la base de données. Nous renommons notre variable table en variable req pour requête, et il s'agit de représenter cette fois-ci une requête au sens large, query def. Nous l'avons dit, notre objet rel n'est plus nécessaire. Nous avons bien besoin de notre objet requête, puisqu'il va s'agir d'exécuter une requête de suppression, et d'ailleurs, une requête est une table spécifique, donc la syntaxe SQL sera exactement la même, nous l'avons déjà annoncé d'ailleurs. Nous gardons bien notre tableau de variables, nous gardons bien notre variable booléenne, et nous gardons bien notre variable de boucle. Ensuite, nous conservons bien l'initialisation de notre objet base de données. En revanche, voyez-vous ici, c'est sur notre deuxième zone de texte que nous devons agir. Elle se nomme list-req cette fois-ci, et donc elle énumère potentiellement les noms des requêtes qu'il est question de conserver, de préserver, de ne surtout pas toucher. Puis, bien entendu, nous engageons notre boucle for each pour pouvoir parcourir l'ensemble des requêtes dans la collection des requêtes de la base de données, donc query defs avec un S, puisqu'il s'agit bien de toutes les requêtes et pas seulement de l'une d'entre elles. Ensuite, et là nous l'avions annoncé, nous allons supprimer le test sur les tables système puisque ils n'ont plus lieu d'être, donc si nous supprimons le if, nous supprimons le endif, cela va de soi, et là, justement, nous allons faire revenir l'indentation un petit peu en arrière. Puis, nous allons engager, bien sûr, nous supprimons, bien sûr, cette boucle for each, celle des relations, il n'y a pas de relation entre les requêtes, ça aussi nous l'avions annoncé, et dès lors, bien sûr, nous pouvons parcourir le tableau des exceptions
EXC, celui des noms de requêtes à préserver, et bien entendu, la correspondance n'est plus à faire par rapport au nom de la table, mais bien entendu par rapport au nom de la requête en cours d'analyse. Si il est trouvé dans ce tableau des exceptions, alors nous basculons l'état de la requête supr à false, et dans l'enchaînement, si supr vaut toujours true pour la requête en cours d'analyse, nous engageons la requête dropTable non plus sur le nom de la table, mais sur le nom de la requête, ruc.name, nous exécutons notre requête, nous rafraîchissons bien sûr nos différentes fenêtres, et là voyez-vous, c'est le petit détail à ne pas oublier, nous avons modifié effectivement la nature de notre boucle for each sur la collection des requêtes, donc nous devons la borner avec le même nom d'objet. Bien sûr, ensuite, nous pouvons fermer notre base de données comme nous l'avons annoncé tout à l'heure. Nous pouvons détruire notre variable ruc et nous pouvons détruire notre variable base une fois le traitement terminé. Donc il ne reste plus ma foi qu'à tester, c'est la raison pour laquelle je vous propose de basculer de nouveau sur le formulaire qui est en exécution cette fois, de définir des requêtes à préserver pour bien comprendre que nous sommes en mesure de gérer les exceptions dans ces traitements massifs. Par exemple, la requête R-client, et pourquoi pas la requête R_dep_unique, c'est-à-dire celle-ci, les départements uniques. Et nous cliquons sur le bouton supprimer les requêtes. Et là encore, en consultant le volet navigation, vous constatez que seules les requêtes désignées sont conservées. Toutes les autres sont automatiquement supprimées. Voilà donc pour ce traitement de masse consistant à supprimer l'ensemble des objets d'un groupe d'une base de données Access tout en gérant des exceptions à la guise de l'utilisateur. J'espère que ce nouveau développement Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.